Donc, je suis le général Baratz, commandant le combat futur, et il me revient donc l'honneur d'ouvrir ce nouveau colloque. L'idée générale de ce colloque, c'est ne pas rater les grands virages et d'être vraiment dans le bon tempo et avec les bonnes capacités. Donc on a un scénario, 3 engagements qui sont cumulatifs. On cherche à étudier le périmètre d'action de l'armée de terre et qu'est-ce qui la mettrait en danger, qu'est-ce qui la met hors de ses capacités. C'est ce dont on va débattre. On est bien dans un cadre qui est défini. C'est une expérience de pensée qu'on va mener ensemble. Et on va vous raconter 2 histoires. Une première qui est un engagement à l'Est, qui est massif. Quasiment au même moment, on va avoir une intervention en OPEX dans le cadre d'une coalition au Liban. Et ces 2 engagements ont des conséquences très fortes, comme l'a dit le général tout à l'heure, sur le territoire national, évidemment. Le déploiement se ferait sous le feu de la projection de puissance russe à plus ou moins longue portée. Et donc, il y aurait mécaniquement une forte bataille pour la supériorité des feux. S'il y a un point essentiel à rappeler, quand même, une dernière phrase, évidemment, en plus, les Russes auraient des réserves. La Russie dépense aujourd'hui 6 à 7% de son PIB dans la défense. La France dépense 2%. Et à titre de comparatif, en 1953, pendant la guerre d'Indochine, la France dépensait 7,5% de son PIB pour sa dépense. Et on peut évidemment saluer la nouvelle loi de programmation militaire qui prévoit une hausse des crédits d'environ 35%. L'augmentation des cadences de production implique que l'ensemble de la chaîne de sous-traitance soit capable de suivre. Certes, on est passé d'un délai de 30 mois de production pour un canon César à 15. Ça nécessite également la constitution de stocks préalables, de matières premières, de matériaux. C'est quelque chose qui est prévu par la loi de programmation militaire, mais évidemment cela a un coût, notamment pour les industriels. Et puis ça pose également la question de la sécurité des approvisionnements, alors qu'on a une forte dépendance pour un certain nombre de matériaux ou de matières premières. Autre enjeu évidemment essentiel, c'est celui de l'acheminement des hommes et du matériel. La loi de programmation militaire prévoit de disposer de 2000 camions logistiques terrestres à l'horizon 2030. Se pose également la question de la mobilité militaire, l'enjeu également de la maintenance des équipements le plus proche possible du front, et c'est ce que soutient d'ailleurs la DGA. Et enfin, se pose également la question des moyens médicaux et d'évacuation sanitaire, qui peut-être sont encore en nombre insuffisant. Pour conclure, la dernière difficulté, qui n'est pas des moindres, évidemment, c'est la question de la remontée en puissance de l'industrie. Quand j'ai été au Liban, quelqu'un m'a dit « Ah, vous allez au Liban, vous verrez en fait ce qu'on dit, c'est que si vous revenez en disant que vous avez compris, c'est qu'en fait vous n'avez rien compris. » Pourquoi doit-on ou peut-on aller au Liban? Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question pour éviter de rentrer dans des pièges qui se sont refermés sur l'armée française, en particulier à la fin de toute la séquence du Sahel. On sait dans quelle situation on met les pieds, mais on ne sait pas comment on peut en ressortir. Et surtout, même si on s'engage simplement avec un volume de 4500 personnes, on ne sait pas, du fait de la volatilité de la situation, s'il ne faudra pas renforcer ces troupes prises dans une forme de bourbier libanais. À mon sens, il faut que cette force elle soit très blindée, il faut qu'elle ait d'énormes moyens de défense solaire, il faut qu'elle soit réassurée par des appuis-feu. Et enfin, dernière chose, si on y va, ne refaisons pas ce qu'on a fait, l'erreur majeure qui a été commise dans les années 80, à savoir une ambiguïté du mandat confié par les politiques aux militaires à l'époque. La question de l'engagement des forces sur le territoire national, des forces militaires, c'est évidemment la question de l'ultima ratio. Il n'est pas question, et il ne faut surtout pas que ça change, que l'armée soit engagée par habitude contre tout ou partie, contre tel ou tel groupe de nos concitoyens, même si ces concitoyens s'opposent par la force à l'État. La seule vraie question, ça va être le matin de la nuit, où nous aurons eu des dizaines de morts totalement inattendues. Si ça cancre, là, c'est l'instant fatidique ou l'instant ultime que vous évoquiez à l'instant, fort justement. On va décider qu'il va se passer des choses telles sur notre territoire qu'on va mettre en place ce qu'on appelle l'article 36 de la Constitution. Ça change beaucoup de choses qu'on va réaliser très rapidement, que si le terreau n'est pas puissant, n'est pas fort, en fait, il n'y aura jamais d'opération dans les pays baltes, ni même au Liban. En fait, il faut construire ce socle initial pour pouvoir être capable de développer des stratégies dans des pays aussi éloignés, dans des contextes aussi compliqués. Donc les contrats opérationnels tiennent au contrat social. On voit bien qu'aujourd'hui, les problématiques de protection et de sécurité du territoire, elles ont été prises en compte. Comment dire, le ministre de la Défense a évoqué la possibilité éventuellement de recruter en gros 100
000 ou 150 000 réservistes. Donc, la seule possibilité de protéger le territoire, sont les citoyens, c'est la masse. Je vais faire quelque chose de scandaleux, je vais dire quelque chose de positif dans ce colloque. Je ne le dis pas par démagogie, je le dis en conscience. Je crois qu'on sous-estime la capacité des Français à se mobiliser, à réagir, à s'engager, quel que soit le cadre qu'on leur propose, à partir de ce moment où ce cadre a un sens.